Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-François Riffel, je travaille à l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, et j'ai en charge des questions concernant l'international, la création d'entreprises, les autres formes d'activité, le handicap. Voilà, j'ai un certain nombre de sujets sur lesquels je travaille. Et Maria, je te laisse te présenter. Oui, Maria Jonsson, je travaille comme consultante développement professionnel au sein de l'APEC et donc j'accompagne des jeunes diplômés et des cadres en France ou des personnes qui ont donc un projet de mobilité internationale. Merci Alors, Maria. Donc je vais débuter. Donc je vais commencer par vous donner. Donc on est bien sur l'atelier mobilité carrière à l'international. Donc je vais vous donner un certain nombre d'éléments et peut-être quelques informations qui vous permettront aussi de vous positionner un petit peu sur l'environnement international aujourd'hui qu'on peut voir, qu'on peut rencontrer. Donc première chose aujourd'hui, le nombre de Français à l'étranger, c'est environ 3,5 millions. Alors c'est les chiffres qui sont issus à la fois du gouvernement, mais également des chambres de commerce internationales. Voilà, on peut trouver un certain chiffre qui vont de 2 millions, 2 millions 5, 2 millions 8, voilà. Mais globalement, si on est plutôt sur 3,5 millions, on a une petite baisse qui était de 4,2%, mais ce qui est normal vu la pandémie qui est arrivée ces 2 dernières années. Donc c'est un peu normal qu'on ait eu les chiffres qui étaient un tout petit peu différents. Il y a quelques zones géographiques qui se sont un petit peu lancées, notamment, voilà, on voit que le Pays-Baltes, le Mexique et puis le Moyen-Orient ont eu aussi un petit peu le vent en poupe. Les pays qui restent les pays principaux, alors la Suisse, comme toujours, et puis le Canada, qui restent les deux pays principaux, on va dire. Quand on regarde aujourd'hui, globalement, les chiffres, c'est les Français et les Françaises qui travaillent à l'étranger restent et choisissent plutôt les pays européens. Donc, c'est quand même la moitié de la population qui travaille à l'étranger, qui travaille plutôt en Europe, suivi très près de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Océanie et puis de l'Afrique subsaharienne. Voilà, on est sur ces champs-là. Et les 5 pays d'accueil qui restent les mêmes depuis des années, qui ne bougent pas, c'est la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. C'est les principaux pays, avec une baisse quand même de plus en plus importante des États-Unis pour des raisons de visa, pour des raisons d'autorisation, qui fait qu'aujourd'hui, on a un petit peu moins de personnes qui ont la possibilité de rentrer sur le territoire américain. Quand on regarde également très rapidement les chiffres, et c'est une chose importante à savoir, lorsqu'on part à l'étranger, si vous partez demain à l'étranger, la grosse majorité, voire la totalité, auront un contrat de droit local. Et qui dit contrat de droit local dit aussi droit du travail local. Il faut bien avoir ça en tête. Vous travaillez demain pour une entreprise en Allemagne, aux États-Unis, au Québec, où que ce soit, vous serez soumis aux règles du droit du travail en local et du temps de travail. C'est-à-dire que si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Allemagne, si vous allez dans d'autres pays, ben vous allez faire 40, 41 heures, 42 heures. Ça va dépendre du pays où vous allez travailler. Binationaux, 32%, ce qui est intéressant. Une majorité ont quand même de bonnes études. La durée moyenne, c'est de 8 ans. Ça évolue, c'était de 7 ans il y a à peu près de 3 ans. Un élément intéressant, c'est que 20% aujourd'hui sont vers de la création d'entreprises. Il y a un petit peu le secteur a un peu changé. Pendant très longtemps, on était sur des métiers de bouche, des métiers qu'on considère comme l'hôtellerie et la restauration. Maintenant, on est plutôt sur des métiers qui sont des métiers de type ingénierie, éléments plus techniques. Voilà. C'est un changement sur les dernières années où les personnes ont décidé aussi de partir. Alors les tendances, c'est un petit peu toujours compliqué de vous donner quelques tendances parce que tout va dépendre à la fois de la situation économique des pays, la situation de la pandémie. Je pense que vous avez dû lire et entendre ces derniers temps ce qui se passait en Chine. Donc si vous souhaitez travailler en Chine, ça va être un petit peu complexe de pouvoir rentrer dans le pays. Déjà qu'il est complexe d'en sortir. Mais voilà, on est sur des fluctuations assez importantes. Bon, je vous laisse lire un petit peu ce que j'ai mis. Ce qui peut être intéressant aussi sur les tendances, c'est les nouvelles organisations de travail. Le télétravail a fait que, par exemple, des personnes ont décidé de
télétravailler, soit en individuel, soit rattaché à une entreprise dans d'autres pays. Voilà, il y a des sortes de tiers-lieux qui se sont montés, Espagne, Portugal, Indonésie, voilà, il y a quelques zones comme ça où des personnes ont décidé de sortir du territoire français pour aller travailler dans des environnements qui étaient des environnements qui leur correspondaient plus et travailler donc à distance. Attention, par contre, je tiens à le mentionner parce qu'on a été confronté à la PEC à cette situation, des gens qui étaient contractualisés par une entreprise, donc avec un lien de subordination, il ne faut jamais l'oublier, qui sont sortis du territoire français pour aller travailler dans d'autres pays, pensant que même en étant en tiers-lieu, ils pouvaient, pardon, en télétravail, ils pouvaient aller travailler d'un autre pays. Ce qui est faux parce que vous avez cotisé pour la France et vous êtes rattaché à l'espace français, donc c'est extrêmement compliqué et ce serait dommageable finalement de sortir du territoire. Donc attention à cet élément. Le marché du travail aujourd'hui à l'international est quand même un très bon marché du travail, mais quand même avec des tendances qui sont en tendance vers les professions et les métiers, on en parlera tout à l'heure, qui sont plutôt techniques, avec certains métiers qui sont notamment en tension. Si aujourd'hui vous avez le souhait d'aller travailler à l'international, quel que soit votre projet, il faut toujours estimer travailler en entonnoir, c'est-à-dire du général vers le restreint. Quels sont les éléments que je dois maîtriser? Quels sont les points que je dois valider avant mon départ? Premièrement, le devoir d'information, qui est clair, net et précis. On construit son projet, on regarde si dans la zone géographique dans laquelle je travaille, le marché local existe. Si mes compétences sont en adéquation avec ce marché et les compétences qui sont demandées, la loi et les dispositifs légaux. Je vous donne un exemple. Demain, vous êtes DRH et vous souhaitez travailler en tant que DRH au Canada, au Québec. Vous devez faire partie d'un ordre. Vous souhaitez être ingénieur dans le même pays, Canada, vous devez faire partie d'un ordre. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partie de cet ordre-là, vous ne pouvez pas exercer la profession que vous souhaitez exercer. Donc, il y a des réglementations à maîtriser et qu'il faut valider naturellement avant votre départ. Et puis, quand on a un souhait de partir, c'est aussi de regarder un petit peu comment fonctionne la répartition économique du pays dans lequel on est et de voir comment est-ce que finalement, économiquement, les pays se sont construits. Je vais dire, c'est les vieux pays, je ne devrais pas utiliser ce terme-là, mais les vieux pays, plutôt, voilà, des gens qui avaient une maison, qui ont construit leur usine derrière. Je fais des schémas un peu rapides. Donc, voilà, on peut être dans des zones assez proches. Dans les pays plus nouveaux, où on va être vers les grandes villes parce que les constructions se sont agrégées, industrielles se sont agrégées. Voilà, donc tout ça est vraiment à valider. Et puis, autre chose, les démarches qu'il faudra faire et auxquelles il faut réfléchir rapidement, c'est quoi les papiers? Si je suis au chômage, qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai des enfants, qu'est-ce que je dois faire? L'emploi, le travail de mon conjoint, de ma conjointe, l'argent, la fiscalité, la protection sociale, coût de la vie. Un des points sur lequel moi je dis toujours qu'il faut faire attention, c'est la protection sociale, qui, à mon sens, est un des points principaux qu'il faut valider avant le départ. Autre chose à valider avant le départ, est-ce que je peux, moi, partir et aller travailler dans le pays dans lequel je souhaite travailler? Si vous êtes dans l'espace économique européen, il n'y a pas de souci parce que vous pouvez travailler dans un autre pays, même si vous pouvez avoir des réglementations qui sont des réglementations d'obligation de vous inscrire auprès d'un organisme d'État ou une mairie ou d'autres structures à partir du moment où vous êtes arrivé dans le pays, mais globalement, vous pouvez y accéder. Et puis, dans les autres pays, vous avez naturellement les visas. Donc, je vous mets le site qui est diplomatie.gouv.fr où vous avez un conseil aux voyageurs pays par pays et qui vous donne des informations sur les visas. Encore une autre chose à faire attention, on a pu être confronté à avoir des personnes qui avaient par exemple un visa pour les États-Unis et l'épouse ou l'époux non. Alors, pas le PACC, parce que par exemple, le PACS n'est pas juridiquement valable ou pas reconnu juridiquement aux États-Unis ou dans d'autres pays d'ailleurs. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Certaines maladies aussi, vous avez un peu trop de sucre dans le sang. Bon, il y a un certain nombre de restrictions aussi qu'il faut aussi valider avant votre départ. Donc, ce serait bien de vérifier, de les valider vraiment, vraiment avant qu'on s'en aille. Enfin, que vous partiez et que vous ayez choisi d'y aller. Un certain nombre de points aussi à valider avant le départ, ce sont naturellement les éléments socioculturels. Alors, ça peut paraître surprenant, mais
On peut vous en parler avec Maria, des gens qui ont travaillé dans des pays, même européens, l'Espagne ou l'Allemagne, et qui ont été confrontés à des différences par rapport aux horaires, par rapport au début, par rapport à la fin, des jours de congé qui ne sont pas obligatoirement le samedi et le dimanche comme on peut les trouver en France, des horaires qui sont un peu différents. Voilà, il y a aussi tous ces éléments socioculturels à avoir en tête. La compétence linguistique, et ça c'est une chose sur laquelle on viendra jamais assez, c'est vraiment maîtriser les langues bien avant le départ. Alors l'anglais, oui, quel que soit le pays, c'est obligatoire. Et si on veut aller travailler dans un autre pays et que l'anglais n'est pas la langue du pays, sachez qu'on peut travailler dans un autre pays en ne maîtrisant pas la langue du pays si on a une compétence technique. Par exemple, on est ingénieur, c'est moins grave. Par contre, à partir du moment où on est manager, à partir du moment où on va travailler, vous faites du droit, il faut maîtriser la langue du pays parce que c'est important, notamment sur les documents à lire, à traduire. Les rémunérations, je vous ai mis aussi un site qui vous permet de voir un petit peu par rapport à un état donné, à la fois dans les pays, dans les régions, dans les villes, le prix du litre de lait, du pain, de l'essence. Voilà, alors même si l'essence change beaucoup en ce moment, mais voilà, vous pouvez aussi voir un petit peu si par rapport à la rémunération qui va être proposée, finalement, le niveau de vie auquel que vous souhaitez avoir va être le même. Et puis, la validation des diplômes, c'est l'ANARIC aujourd'hui que vous trouvez dans les universités et les écoles qui vous permet aussi de pouvoir accéder à l'équivalent du diplôme que vous avez. Si vous avez fait Sciences Po, l'INSA ou d'autres formations, dans certains pays, on ne sait pas exactement ce que ça regroupe. Donc, il faut que ce soit clairement défini par après. Élément à valider. Maria, si tu veux, je te laisse la main sur cette partie-là. Oui, oui, merci Jean-François. Donc, même si je crois qu'il a déjà eu un atelier qui a été déjà eu des éléments à préciser concernant le CV, mais en tout cas, ce qui est très conseillé, c'est d'avant de partir, d'avoir à travailler votre CV tourné vers ce marché international. Il n'existe pas un CV tout fait, tout parfait, donc c'est un peu comme le CV en France, il existe des CV. Mais en tout cas, pensez à bien cibler en fonction de votre destination, parce que parfois, il peut y avoir des différences. Si vous allez donc en Angleterre, aux États-Unis. Donc, parfois, on oublie le lexique américain ou britannique. Il y a aussi la longueur. Je sais que donc au Canada, au Nouvelle-Zélande, Australie, on peut aller jusqu'à 2 voire 3 pages. Donc, vraiment à penser à détailler. Ce qui est très important concernant le CV en anglais, c'est évidemment le petit summary, l'objectif professionnel qui est indiqué 3, 4 phrases clés qui va résumer votre offre de service, qui est très important à préciser sur ces CV en anglais. Également, donc, lettre de motivation, ça aussi, souvent, c'est nécessaire, même si ce n'est pas obligatoire, parce qu'aujourd'hui, on passe aussi beaucoup via LinkedIn. Et en effet, si vous n'avez pas encore un profil LinkedIn en anglais, c'est le moment vraiment de le mettre de le rendre visible. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, on peut avoir 3 profils différents, c'est-à-dire en 3 langues différentes. Et aujourd'hui, c'est très facile à prendre en contact avec des personnes, des recruteurs qui se situent dans votre destination que vous ciblez pour, via ce canal-là, prendre contact en direct avec eux. Je ne sais pas, Jean-François, tu veux peut-être Oui, compléter non, quelque non, chose que j'ai dit là? Ouais. non, non, c'est très bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est naturellement, moi, je rajouterais aussi une chose, c'est utiliser votre niveau de langue. Ne le faites pas traduire par des gens dont Oui. c'est le métier ou dont c'est la langue maternelle. Et je vous donne mon exemple en tant qu'ancien recruteur dans des entreprises internationales. Le CV et la lettre, vous attendez au niveau linguistique du CV et de la lettre que vous allez recevoir. Donc, si vous le faites traduire par quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas le même niveau, il peut y avoir une vraie dichotomie lors de l'entretien. Donc ça, et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, utilisez vos niveaux linguistiques, faites-vous relire pour peut-être enlever les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe et autres, ou de syntaxe plutôt, notamment en anglais. Mais sinon voilà, essayez de garder le niveau qui est le vôtre et n'utilisez pas des formes traduites, vraiment. Non. Voilà. Alors, aussi pour compléter, c'est concernant les entretiens. Donc, pensez aussi à déjà
dès maintenant à vous préparer pour ces entretiens de recrutement qui peuvent donc se dérouler en anglais. Ça peut aujourd'hui se dérouler à distance via donc Teams ou, par exemple. Et donc nous, alors les services de l'APEC, c'est possible, hein, je ne sais pas si ça avait été précisé, mais vous pouvez rencontrer un consultant APEC face à face ou à distance pour justement vous entraîner concernant à la fois ces éléments, les outils de communication orientés en fonction de votre destination, surtout en anglais, mais aussi vous entraîner. Et là, donc, on peut vous proposer des ateliers, notamment pour vous entraîner concernant le pitch en anglais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous présenter en 3 minutes en anglais? Mais également à vous préparer pour les questions les plus fréquemment posées. Justement, quels sont vos atouts, quels sont les points améliorés. Donc voilà, donc, en tout cas, je vous invite à nous contacter. Je crois qu'on peut peut-être mettre le lien pour les rendez-vous que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour justement affiner votre projet sur la mobilité internationale. Merci Maria. À compléter, alors là, très rapidement, c'est les éléments à valider avant le départ. Ça reprend un peu tous les éléments. C'est mes connaissances, les cas échéants, mes connaissances du pays, les compétences, mes aptitudes, traits de personnalité, motivation, valeur ajoutée. Qu'est-ce qui fait? C'est souvent une question, hein, parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, vous étiez un occidental, entre guillemets, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais ça fonctionnait parce qu'il y avait des gens qui finalement n'étaient pas formés. Aujourd'hui, moi ou Maria, nous sommes intervenants dans des universités. Nous avons aussi bien des Russes que des Chinois, que des Indiens, que des Marocains, voilà, vous avez toutes les populations aujourd'hui qui sont représentées, donc qui ont des formations qu'ils ont fait en France, aux États-Unis, en Angleterre. Donc on trouve aujourd'hui en local des gens qui ont des compétences. Donc il faut vraiment voir la valeur ajoutée, et le français en tant que tel n'est pas une valeur ajoutée, hein. C'est vraiment la compétence qu'on a pu développer et le cas échéant l'environnement dans lequel on a travaillé. Donc avoir bien ça en tête. Alors, réaliser une étude de marché de l'emploi, il est important de l'avoir. Alors, une première chose, c'est quand souvent on vient nous voir en nous disant bah, comment est-ce que je fais pour trouver des offres d'emploi pour tel et tel pays, le Japon, le Maroc, les États-Unis et autres, c'est souvent qu'on n'a pas regardé. Donc ça demande vraiment un travail d'analyse, hein, du marché, de voir un petit peu comment ça fonctionne et de voir un petit peu quels sont finalement les métiers qui s'exportent le mieux. Alors si on regarde aujourd'hui globalement le marché du travail est bon. Les taux de chômage, notamment dans certains pays européens, sont extrêmement faibles, hein, que ce soit la République tchèque, que ce soit l'Autriche, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les pays du Nord, que ce soit... Voilà, on trouve aujourd'hui, mais il faut bien oublier une chose, pas oublier une chose, c'est que les métiers en tension qu'on a en France sont les mêmes qu'on va trouver à l'extérieur et dans d'autres pays. Donc les premiers métiers sont toujours les mêmes, hein, c'est les ingénieurs, les métiers techniques, et puis les métiers dans le commerce. 3 pays restent les 3 pays principaux toujours, hein, sur les compétences, le Québec, la Suisse et l'Allemagne, avec peut-être une petite différence, enfin différence dans les pays, c'est que Québec, pour y rentrer, vous devez correspondre à un certain profil qui vous donne des points, et en fonction de ça, vous pouvez y accéder. Que la Suisse, il y a un visa, hein, qui est un visa de travail qui est en fonction de la zone dans laquelle vous êtes. Voilà. Puis après, vous avez un certain nombre de pays ou de zones géographiques qui sont on va dire, prometteuse. Alors, je ne sais pas si on peut l'intituler comme ça, mais au moins donc l'Inde, les pays scandinaves, la Hongrie, l'Autriche, la République tchèque, où on peut avoir un certain nombre de profils qui peuvent être des profils intéressants. Et puis après, il faut vraiment analyse pays par pays et secteur par secteur. Je vous donne un exemple, par exemple la Pologne. Près de Varsovie, il y a aujourd'hui une forme de cluster sur du design industriel, notamment en termes de verrerie, en termes de porcelaine, voilà, donc il y a aujourd'hui en Pologne des choses qui se sont développées autour de ça, avec des startups et autres. Donc dans chaque pays, il y a aujourd'hui des secteurs d'activité qui se développent et qui fonctionnent bien. Donc ce sont aussi des choses à regarder plus précisément zone par zone. Les fonctions, alors les fonctions, elles sont celles que je note, mais vous allez avoir tout ce qui est nouvelles technologies, on en a parlé, hein, voilà, les développements durables. Alors, développement durable, on va être très transparent. C'est une demande, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont beaucoup de retard par rapport à ça.
Donc tout ce qui est énergie renouvelable, bon, il y a des choses à faire, mais on n'est pas au niveau de recrutement où on devrait l'être aujourd'hui. Et c'est souvent d'ailleurs en Asie ou dans des pays d'Amérique du Nord, c'est pas malheureusement, vous allez pouvoir me dire en Europe aussi, mais pas une des priorités. Le commerce toujours, hein, on cherche toujours beaucoup de monde, la finance. Alors système éducatif, on cherche des professeurs de français FLE, hein, oui. Avec une petite différence, c'est que si vous travaillez dans le système éducatif, voilà, vous serez au même niveau d'heure, hein, que dans les pays. Si vous travaillez en Allemagne, par exemple, vous êtes sur du 40 heures et aux États-Unis, vous serez sur du 42 heures. Donc voilà, donc ça, il faut aussi faut l'avoir en tête. Droit, mais pas juriste avec une compétence du pays dans lequel on est. Vous imaginez bien que vous avez fait des études de droit en France et que vous souhaitez travailler demain à Hong Kong. Si vous n'avez jamais fait de travail international, que vous ne maîtrisez pas la jurisprudence du pays et les lois du pays, ça va être très compliqué. Santé, bon, ça de toute façon, l'agriculture, vous imaginez bien. Et puis, il y a aussi des secteurs d'activité où les Français sont assez reconnus, le luxe, les métiers de bouche, puis l'art, c'est-à-dire que les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères, l'artisanat, voilà, on est dans des secteurs qui sont des secteurs qui peuvent également intéresser certaines personnes d'entre vous et qui peuvent intéresser des entreprises dans le pays. Et quand je parlais tout à l'heure de la valeur ajoutée, le fait souvent d'être français, même si le fait de parler français n'est pas en soi une compétence et a une valeur ajoutée supplémentaire, mais le fait d'être français dans certains secteurs, pour certains pays, je parle de l'Amérique du Nord notamment, et l'Asie, ça peut avoir un rôle à jouer. Alors rapidement, je vais faire quelques petites des opportunités. Donc le VIA, VIE, pour ceux qui connaissent, donc volontariat international en entreprise et volontariat international en administration. Un système qui fonctionne très bien. C'est la possibilité pour partir pour une entreprise française, hein, via Business France, sur une durée qui va jusqu'à 24 mois. Voilà, c'est très intéressant parce que 70% des gens qui ont fait un VIE restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait un VIE et quasiment 80% derrière, 80 plus 80, 85% ont un emploi derrière, et notamment dans certains secteurs. Donc, en tant que jeune femme souhaitant travailler dans des secteurs un petit peu d'innovation, l'automobile et autres, c'est souvent aussi une porte d'entrée parce qu'on n'ose peut-être pas en se disant, bah, voilà, c'est un secteur qui m'est peut-être pas ouvert et je vais avoir des difficultés. Le VIE, le VIA, c'est par exemple une bonne porte d'entrée pour intégrer des secteurs d'activité qui sont un petit peu moins féminisés qui le sont, et donc notamment l'industrie. Voilà, ça peut être extrêmement intéressant. Le PVT, le visa vacances-travail, que vous connaissez peut-être, qui vous permet, là on est plus sur, traditionnellement ce qui est connu, c'est je vais rabasser des fruits en Australie. C'est une image un peu, voilà, qui peut être un peu changée, mais c'est aussi un bon moyen qui vous permet, une fois qu'on est dans le pays, de pouvoir rester dans le pays, tout en sachant qu'il faut un peu d'argent et que vous devez vous assurer que vous devez également avoir un certificat médical en bonne et due forme. Deux Alors, autres. Oui, Jean-François, juste oui, pour préciser pour le oui, oui, VIE, pardon. parfois c'est pas très connu, mais rappelez-vous qu'on peut adresser des candidatures spontanées. Ça veut dire que les entreprises affichent pas forcément donc ces missions parce que ce ne sont pas des jobs, donc ils ne sont pas forcément visibles sur les job boards, les offres de VIE. Donc pensez aussi à adresser directement, contacter les entreprises directement pour proposer les VIE parce que Business France va prendre contact avec l'entreprise pour proposer. Et c'est vraiment un dispositif très, très intéressant. Donc, on peut le faire une fois dans sa vie, avant le 29 ans. Donc, c'est vraiment aussi à préciser. Et l'indemnisation, ça ne dépend pas de son niveau de formation, c'est en fonction des pays qui ont déjà été décidés. Et donc, je sais que ça peut aller de très, très loin jusqu'à 3 000 euros, si ce n'est pas un peu plus, en fonction de certaines destinations. Donc, vraiment, je vous conseille, n'hésitez pas à adresser des candidatures spontanées directement aux entreprises. Et Et, peut-être on peut mettre le lien aussi, hein, pour le Business France. Là, ce n'est pas affiché sur il est l'écran. là, il est Ouais, ah oui, il mon est là, il est VIE, là. voilà, Mon il est là, VIE, voilà. VA Business Ouais. France. Et voilà, il a beaucoup d'informations sur ce site-là. Voilà, je voulais juste le préciser. Et la location que vous recevez, important à savoir aussi, c'est du net-net, c'est-à-dire que tout est pris en charge, hein. Quand, par exemple, l'Allemagne, c'est 2193 € de mémoire pour un VIE ou un VIA, ça veut dire que, en fait, vous reste à
payer le logement et l'alimentation. Donc, ce qui est plutôt bien d'avoir 2100 euros net par mois. Je trouve que quand on commence à travailler, quand on a un premier job à l'international, c'est plutôt intéressant. Et surtout pour les opportunités qu'il y a derrière. Voilà, parce que comme Jean-François, comme tu dis, pour accélérer sa carrière, donc c'est un véritable tremplin, ce dispositif, VIE ou VIA en administration, et c'est aussi pour développer votre réseau. C'est comme ça, on construit sa carrière, c'est nouer des contacts, des liens avec des collègues, et donc c'est une formidable opportunité pour démarrer votre carrière. Exact. Moi, je fais partie de certains jurys VIE juste pour votre information. Et je suis en contact, je reste en contact avec des jeunes personnes, des jeunes femmes hein, qui ont commencé dans des entreprises et qui aujourd'hui sont responsables région, responsables pays, voilà, qui ont évolué, que ce soit dans l'industrie, que ce soit voilà, dans des secteurs un peu particuliers. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, c'est un choix qui peut être effectivement très intéressant pour tout le monde. Autre opportunité, alors ça on peut passer très rapidement, c'est le volontariat de solidarité internationale et corps européen de solidarité. On est plus pour travailler dans des ONG. Hein. L'idée, c'est vraiment d'accompagner. Voilà, on a un projet professionnel, on souhaite travailler dans un environnement d'aide, d'accompagnement. Ça peut être dans le milieu social, dans le milieu médical, mais dans le milieu culturel. Hein, Solidarité internationale, une grande partie, c'est grâce à ce dispositif qu'a été rénové le temple d'Angkor, par exemple. Voilà, donc ça peut être une possibilité, tout en sachant que quand on choisit ces deux dispositifs, on n'y va pas pour l'argent, mais on y va pour le dispositif et on y va vraiment pour l'intérêt que ça peut avoir. Alors, on a un certain nombre de sources d'informations. Maria, si tu veux, je peux te laisser, si tu le souhaites. Oui, donc c'est en fonction de ce que vous ciblez. Donc là, ce que vous voyez affiché, ce sont les ONG. Et parfois, on n'y pense pas à tout ça. Je ne sais pas, tu pensais à quelque chose à préciser en Non, particulier, non, là, Jean-François? Oui. je voulais dire les ONG. Alors souvent, déjà, attention de ne pas faire l'erreur de souvent on nous dit on veut travailler dans une ONG et en fait on veut travailler à l'ONU. C'est pas la même chose. Hein. Il y a les ONG, organisations non gouvernementales, et les organisations internationales. Dans les ONG, dans le secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur qui est intéressant, on trouve des offres à l'international qui sont vraiment intéressantes. Alors, l'emploi au féminin, la France est un des rares pays, je préfère vous le dire, où on trouve des sources d'emploi ou des recherches d'emploi par rapport à des thématiques. Hein, le handicap, l'emploi au féminin. Voilà, il y a des possibilités. Dans plein de pays, ça n'existe pas. Donc, finalement, il n'y a pas de divisions qui peuvent être faites. Il y a notamment sur certaines ONG des spécificités qui peuvent être intéressantes. Vous regarderez Women for Women, par exemple, qui est une ONG qui travaille notamment pour l'alphabétisation, les cours, la santé, vraiment pour accompagner les femmes dans leur développement, donc qui peuvent être intéressants. Et dans les organisations internationales, vous avez aussi UN Women qui est les Nations Unies. En fait, vous avez une spécificité dans les Nations Unies, un dispositif qui est particulier pour l'accompagnement et pour l'emploi au féminin. Donc, on en trouve sur ce support-là. Voilà. Puis après, si vous souhaitez travailler dans les organismes internationaux, les sites qu'on vous donne là, c'est aussi bien travailler pour ceux qu'on a mentionnés, l'UNESCO, Nations Unies ou autres. Hein, ça, on peut trouver. On trouve également sur ceux de la diplomatie.gouv.fr, hein, pour une simple et bonne raison, c'est que la France est sous-représentée souvent dans les organisations internationales. Vous savez que dans les organisations internationales, les pays financent, hein, payent. Et du coup, le fait d'être sous-représenté par rapport au financement que la France peut apporter fait qu'il peut y avoir un certain nombre de postes à responsabilité intéressants dans les organisations internationales qui sont ouverts. En ce moment, d'ailleurs, pour les Nations Unies, il y a les jeunes experts associés. Il y a un concours, il y a une offre d'emploi qui existe aujourd'hui
aujourd'hui sur le site, à regarder. Il y a des postes aussi bien techniques que des postes de juristes, que des postes, voilà, ça, il en existe pas mal. Et puis les postes qui suivent les sites Euroactive, E-Business et puis Euro-Brussels, ce sont des postes où on trouve également des emplois dans tout ce qui est, on va dire, partenariat. Voilà, on trouve des choses qui peuvent être intéressantes aussi dans ces secteurs-là. Les réseaux, Maria en a parlé un petit peu, donc LinkedIn, Xing pour l'Allemagne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand je vous disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour trouver des offres d'emploi? Majoritairement, dans plein de pays, le marché de l'emploi est ouvert. Le marché d'emploi, il est affiché, donc soit sur des sites, quels qu'ils soient d'ailleurs, soit lors de job fairs, soit sur des réseaux un peu particuliers, avec des limitations qui peuvent être des durées, des niveaux de rémunération qui sont obligatoires dans certains pays. Tous ces éléments-là sont invalidés, mais il existe des réseaux de Français. Alors, des réseaux auxquels on pense souvent pas, hein, qui sont des associations. Vous avez l'association des Bretons à New York, vous avez l'association des Français au Panama, vous avez l'association des Alsaciens en Allemagne, vous avez l'association, voilà, et vous avez des associations qui sont caractérisées par souvent une zone géographique et qu'on trouve dans certains pays. Et puis, vous avez des représentants. Alors, l'UFE, c'est l'Union des Français de l'étranger. Ce sont des représentants qui travaillent à l'étranger, qui ont soit une entreprise, soit travaillent pour des entreprises françaises et qui peuvent être des contacts intéressants. Et quand vous allez regarder sur le site, vous trouvez l'agenda et vous trouvez les adresses des personnes. Français du Monde fonctionne un petit peu de la même chose, de la même façon, et la FIAF aussi. Et puis, vous avez les représentants du commerce extérieur. Là, on est plus côté entreprise, mais ça peut être aussi intéressant de les avoir en tête. Ce sont des gens qui sont nommés par le gouvernement dans des pays. Ils représentent la France à Cuba, la France au Venezuela, la France aux États-Unis. Et ce sont des gens qui ont pour objectif de l'accompagnement économique de la France dans d'autres pays. Ils sont souvent associés d'ailleurs à Business France, voilà, et ils sont associés aussi souvent à d'autres structures comme les chambres de commerce. Donc, c'est des réseaux auxquels on pense assez peu, mais qui vous permet aussi, en les associant notamment avec les réseaux sociaux. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est je mets mon profil sur LinkedIn, par exemple. Je vais regarder sur les réseaux que je viens de mentionner, quelles sont un petit peu les personnes. J'essaye de rentrer en contact, et quand on prend contact avec ces personnes, on est toujours sur le questionnement et non pas sur le fait de dire bonjour, je recherche un emploi et je serais intéressé à avoir un rendez-vous avec vous. Ça ne marche pas. Les gens n'ont pas le temps aujourd'hui, c'est des gens qui ont des responsabilités, donc ils n'ont pas obligatoirement le temps sur des questions comme ça. On peut plutôt prendre les gens à titre de référent. De type, voilà, j'ai un projet professionnel dans telle et telle région, voilà, vous êtes situé dans telle et telle région, je souhaiterais développer, je souhaiterais voilà, prendre contact avec des entreprises. Voilà, essayez vraiment d'être assez rapide tout de même et de poser des questions qui sont des questions qui sont suffisamment claires et précises pour que les gens puissent y répondre. Je vous dis ça parce que, à titre personnel, moi sur LinkedIn, d'un point de vue national ou international, j'ai des demandes, je dois avoir entre 30 et 50 demandes, questions par mois, on va dire. Il y en a plein auxquelles je ne réponds pas parce que je ne comprends pas l'objet de la demande et ce n'est pas suffisamment clair et précis. Voilà, donc imaginez-vous bien que ce soit quelqu'un qui soit français dans une entreprise à l'étranger ou à un étranger ou dans une entreprise étrangère que vous aurez remarqué sur LinkedIn, parce que vous pouvez faire des recherches par pays, par entreprise et autres. Soyez bref, soyez précis et posez des questions qui ne sont pas des questions bonjour, je cherche un boulot et je voudrais travailler avec vous. Ça ne marche pas ou peu. Soyez vraiment plus sur le questionnement et plus sur l'apport d'informations. Et pour compléter de ce que tu dis, Jean-François, d'abord, petite astuce, on peut faire ça en deux temps. On peut d'abord se connecter avec une personne pour ensuite revenir quelques temps après pour ces questions dont parle Jean-François. Nous, à l'APEC, nous proposons donc des ateliers pour améliorer cette manière, votre networking, parce que c'est vraiment cette démarche réseau qui est à prendre à affiner. Donc, vous pouvez le faire à distance ou en présentiel en venant dans son centre APEC. Il a 9 centres APEC en Île-de-France et on propose des dates fréquemment.
Lors de ces ateliers-là, on parle de cette communication. Il faut aussi avoir à l'esprit que quand on contacte les personnes, c'est facile. Ça veut dire que le réseau n'a pas de frontières. Et je fais ce geste-là, c'est aussi un cercle. Ça veut dire que c'est facile à contacter les personnes à condition qu'on a donc formalisé, qu'on sait comment euh, quoi demander. Donc, ça veut dire que même si vous voulez aller vite, ça ne veut pas dire que de poser la question que vous êtes en recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment de poser les questions ouvertes, mais en tout cas, c'est oser prendre contact avec ces personnes-là. Absolument. Et il y a aussi une autre manière, ça c'était le réseau, mais n'oubliez pas aussi qu'on peut contacter directement via toujours le fait qu'on est sur le réseau, la démarche réseau LinkedIn, par exemple des Talent Acquisition Manager ou des ressources humaines directement via LinkedIn, donc pour demander les opportunités. Vous pouvez dire que vous êtes intéressé par l'entreprise et pour demander à échanger sur les opportunités au sein de l'entreprise. C'est aussi une manière d'être plus direct, à prendre en contact directement avec les entreprises à des conditions que vous avez travaillé. Donc, votre compétence, nous on appelle ça offre de service. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos compétences, vos hard skills, vos soft skills, vos compétences techniques, que ça soit bien clair. Voilà, c'était pour compléter ce que tu disais, Jean-François, par rapport au réseau. Oui, oui, mais c'est extrêmement important ce que vient de dire Maria, c'est que aujourd'hui, bon, on est dans un monde qui est internationalisé, les informations vont vite. Bon, souvent, on nous pose la question de dire est-ce qu'il faut que j'aille dans le pays ou dans lequel je souhaite travailler pour aller chercher un travail? Si c'est possible, oui, hein, il ne faut naturellement pas hésiter. Deux choses quand même à vous mentionner. La première, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous êtes inscrit à Pôle emploi, normalement, je dis bien normalement, vous n'avez pas l'autorisation de sortie du territoire, sauf pendant 8 jours d'affilée ou pendant les 25 jours, qu'on considère comme les congés. Et normalement, si vous sortez du territoire français, vous avez dans l'obligation de prévenir votre Pôle emploi parce que vous êtes, sinon, on peut dire que vous cherchez pas de travail. Donc voilà, bon, ça c'est la règle, hein, c'est la règle qui est aujourd'hui mentionnée. Mais ça peut être effectivement intéressant d'aller, je souhaite aller travailler au Canada, de partir sous couvert on va dire de vacances, découvrir un peu le marché, aller rencontrer des gens, par le réseau que vient de mentionner Maria, d'aller se prendre des rendez-vous et pendant ce temps-là, d'aller rencontrer des gens. C'est toujours un peu plus simple sur place. Sauf qu'aujourd'hui, et la pandémie l'a mis en exergue, hein, c'est le fait aujourd'hui d'utiliser tout ce qui est les nouvelles technologies et les visioconférences et autres supports qui fait qu'aujourd'hui, un entretien, on peut l'avoir aussi bien avec Taïwan que le lendemain avec Berlin, que le surlendemain avec Hong Kong, que voilà. Donc tout est possible et que les entretiens se font assez rapidement. D'ailleurs, en retour, on a beaucoup de gens qui ont postulé, tout en sachant qu'ils habitaient en France, hein, ils ont postulé dans d'autres pays et qu'on leur a donné un rendez-vous dans des délais assez rapides et via la visio, hein, naturellement. Donc, soyez prêts aussi à cette possibilité-là qui fait que, en termes de résonance et en termes aujourd'hui d'accès à de l'information, c'est de plus en plus intéressant et important à avoir en tête, c'est qu'on peut clairement aujourd'hui avoir des contacts en distanciel qu'on n'avait pas encore il y a quelques années, hein. Donc, ce réseau-là nous permet aussi de pouvoir accompagner cette recherche d'emploi. Et je vous disais en complément, hein, si vous êtes demandeur d'emploi, vous ne pouvez pas sortir du territoire et je complète. La seule possibilité aujourd'hui, c'est si vous souhaitez chercher un travail en Europe et que vous souhaitez aller dans le pays européen, vous pouvez pendant un délai de 3 mois avec l'accord de Pôle emploi et en remplissant un document, faire suivre vos droits auxquels vous avez accès pour aller chercher du travail dans un pays européen et pendant un délai de 3 mois. Autre information, tant qu'on est là-dessus, toujours pour les demandeurs d'emploi, vous êtes aujourd'hui allocataire, vous souhaitez partir à l'étranger pour accompagner votre conjoint, retrouver quelqu'un parce que vous avez trouvé un travail. Vous pouvez faire cesser vos droits et les mettre ce qu'on appelle juridiquement en déshérence, hein, c'est-à-dire que vous pouvez les garder et vous avez 3 ans plus le nombre de jours de droits qui vous ont été donnés pour récupérer les droits restants. Voilà. Alors c'est une règle à un instant T, on est bien d'accord, hein, si les règles changent, les choses peuvent changer. Mais ça vous permet, je trouve du travail à l'international. Ça fonctionne aussi pour la création d'entreprises, d'ailleurs, pour les personnes qui n'utiliseraient pas d'autres LAC ou d'autres supports, par exemple, hein. J'arrête, je mets mes droits en déshérence, je vois avec Pôle emploi, je remplis un document. J'ai 3 ans et le nombre de jours d'allocation qui m'était dû.
pour récupérer le nombre de jours d'allocation qu'il me restait au jour de mon départ et à partir du jour où j'ai arrêté. Voilà, c'est des règles qui peuvent être aussi intéressantes sur l'international à partir du moment où on a une recherche. Pour Oui. compléter, Jean-François, juste pour rappel, il y a un atelier qu'on propose à l'APEC qui s'appelle Travailler à l'étranger, les bons réflexes. Donc, pour préparer votre projet international et pour notamment évoquer à nouveau ces règles dont parle Jean-François, vous êtes les bienvenus donc à participer à un web atelier. Ça dure 1h30 pour à nouveau revisiter certains réflexes qu'il vaut mieux avoir avant votre départ, dont justement ce contact avec Pôle emploi que tu as mentionné. Donc, travailler à l'étranger sur le site de l'APEC, il est visible et peut-être on peut le mentionner dans le chat, certains liens pour compléter ce qui est déjà marqué là sur notre support. Merci Maria. Donc voilà, après, on a un recruteur. Bon, là, on n'est plus sur les entreprises, mais vous avez la même chose pour les candidats. Et vous pouvez, si vous allez à Garder International, vous avez tous les ateliers qui apparaissent, les dates qui peuvent apparaître et sur lesquelles vous pouvez vous informer. Vous avez naturellement Pôle emploi international. Alors, sur le site de l'APEC, on a eu, alors un petit peu moins l'année dernière, hein, sur les 2 dernières années, mais vous en doutez bien, mais on a en général environ 15 000 offres vers l'Europe et environ 10 000 hors Europe. On est donc environ 25 000 offres à l'international chaque année, mais ça peut naturellement évoluer. Ce qui finalement, quand on regarde les chiffres, quand je vous dis 3,5 millions, chaque année, il y a environ entre 300 et 450 000 personnes qui partent. C'est les fonds de roulement. Donc, les offres d'emploi ne se trouvent pas ou très peu sur le territoire français. Elles se trouvent naturellement dans le pays dans lequel on souhaite travailler. Pôle emploi international, on a discuté. Diplomatie.gouv.fr, on a discuté. Vous pouvez trouver travailler pour l'État français, soit auprès d'un ambassade ou d'un consulat. Mais il y a aussi bien des postes de techniciens, de chauffeurs, de cuisiniers, mais aussi des postes d'attachés culturels. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. EURES, donc EURES, c'est un secteur, enfin, c'est un dispositif qui dépend du Conseil de l'Europe et qui vous permet aujourd'hui d'avoir une ouverture vers l'emploi et qui vous permet aussi d'avoir des financements si vous trouvez un poste en Europe, de pouvoir financer votre départ, vos voyages, par exemple, des cours de langue. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes. Et puis, je vous donne aussi un site qui est emploi.fr où vous avez pas mal d'informations, mais il n'y a pas que sur l'international, la création d'entreprise, enfin, il y a des choses intéressantes. Maria, si tu as des choses complémentaires à dire sur EURES, peut-être? Non, mais en tout Non, c'est cas, c'est bon. vrai. Oui, oui, c'est Oui. bon. Tu l'as bien dit, mais ça vaut vraiment. Parfois, elle n'est pas très connue, donc allez-y sur le site de l'EURES. Il y a beaucoup d'informations, à la fois donc les offres d'emploi, mais aussi des données sur le marché du travail dans le pays que vous ciblez. Donc, il y a des informations très précieuses qui figurent. Donc, allez-y, il a beaucoup d'informations. Il propose aussi des conférences, des petits job boards, job days, des recruteurs européens donc, qui proposent des lives. Donc, allez-y, c'est vraiment très, très intéressant. Merci Maria. Et du coup, voilà, il y a des offres d'emploi qui sont intéressantes que vous pouvez chercher à la fois par zone géographique et par fonction. Donc, ça peut être également intéressant si vous avez le souhait de travailler en Europe. Voilà. D'autres supports qui peuvent exister également. Les chambres de commerce. Alors, les chambres de commerce, on n'y pense pas souvent, mais les chambres de commerce internationales, vous avez des chambres de commerce franco-espagnoles, franco-allemandes, enfin voilà, vous avez toutes les chambres de commerce. Vous avez les chambres de commerce locales, hein, les Handelskammer en Allemagne, voilà, tout ce qui existe dans les pays. Mettez-vous en relation parce que c'est souvent elles aussi qui peuvent, si vous avez notamment l'idée de créer une structure, créer une entreprise, c'est le meilleur moyen dans ce cadre-là, parce que aujourd'hui, avoir de l'information sur la création d'entreprise dans un pays, c'est extrêmement difficile d'en avoir, parce que nous, en France, on peut vous expliquer, notamment à l'APEC, comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise, mais créer une entreprise au Venezuela, créer une entreprise aux États-Unis, créer une entreprise en Chine,
C'est complexe et donc il y a des réglementations et des lois très particulières. Donc c'est plus important que vraiment de se rapprocher de ces structures-là. Et Business France, qui est la représentation française qui accompagne les entreprises à l'export et les entreprises étrangères sur le sol français. Voilà, on avait 45 minutes, donc là, on a fait, j'ai présenté assez rapidement parce que le délai était assez court. Je vous juste en fin et avant que vous de répondre à vos questions, reprendre quelques points. Donc, n'hésitez pas déjà à aller vers l'international. Le marché du travail à l'international est bon. N'y allez pas en espérant que vous allez trouver plus de travail qu'en France parce que la question n'est pas là. De meilleures rémunérations parce que la question n'est pas là. Je dis toujours attention, en France, la rémunération, elle est nette, mais derrière, vous avez la Sécu, vous avez plein d'éléments. Ce qui n'est pas le cas dans plein de pays où des fois il n'y a pas de cotisation retraite, des fois il n'y a pas de cotisation chômage, des fois il n'y a pas, voilà. Donc tous ces éléments-là, et qu'il faudra rajouter derrière par une cotisation privée, donc tous ces éléments-là font que ben, des fois c'est pas obligatoirement la même chose. Donc voilà, il y a tout ce travail qui doit se faire toujours en entonnoir du restreint vers le généralisé. Ce que je veux faire, où je veux le faire, dans quel environnement, fonctionner bien. Les métiers aujourd'hui, on en trouve vraiment dans tous les pays à voir un petit peu quelles sont les recherches que vous avez, mais il ne faut pas hésiter. Dans les chiffres que je donnais aujourd'hui, c'est une personne sur deux qui part est une femme, une jeune femme, majoritairement d'ailleurs. Donc, ce qui est plutôt intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les diplômes, les jeunes femmes sont plus diplômées que les jeunes hommes, donc partent aussi peut-être plus facilement, notamment via les universités, les écoles, parce qu'on fait des stages. Et voilà, ils ont cette mobilité peut-être plus à cœur. Et ça permet aussi probablement plus d'évoluer à la fois à son retour en France, mais aussi quand on reste à l'international, parce que le fait d'être dans un environnement différent, d'avoir été autonome, d'avoir développé sa structure, d'avoir accompagné sa structure vers son développement, fait qu'il y a une reconnaissance et une forme de recherche de l'entreprise. Je mettrais juste un bémol là-dessus, c'est que en France, mais aussi dans d'autres pays, le fait de partir très longtemps, ça peut être souvent la limite. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une expérience de 20 ans, 30 ans à l'international, quand il revient en France, pose toujours la question de la capacité à pouvoir se repositionner sur le territoire français. Mais c'est pas que la France, hein. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas de nationalité française et qui souhaitaient, après 20 ans ou 30 ans en France, retourner dans leur pays d'origine et travailler et où le questionnement était à peu près le même. On se disait, waouh, ça va, voilà, ça peut poser une question. Vraiment, donc, travailler sur votre projet. Le marché aujourd'hui, il est ouvert. La recherche d'emploi à l'international est une vraie recherche d'emploi avec des vrais critères. Il faut vraiment positionner les choses, maîtriser les langues parce que c'est quand même le prérequis, hein, si j'osais dire, l'essentiel même du développement. Et comme disait Maria, l'APEC peut vous accompagner dans cette recherche à l'international. Voilà Thomas pour notre présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions Oui, entre-temps ou tout à si... fait. Il y a quelques questions du coup qu'on ont été posées. Alors la première, est-ce que le fait de partir travailler quelques années à l'étranger ne posera pas de problème pour trouver un travail en France par la suite? Que ça peut être un frein ou pas? Alors, ce n'est jamais un frein parce que l'expérience professionnelle, la compétence linguistique, l'environnement, les process, le fait d'avoir travaillé dans un environnement multiculturel, ça, on n'en parle jamais, mais c'est extrêmement important, tout ça fait que c'est un avantage pour les entreprises. Avec le bémol que je disais tout à l'heure, vous partez pendant 40 ans ou 30 ans dans un autre pays, voilà, là on n'est pas sur la compétence, on est sur du comportement. Est-ce que vous avez travaillé pendant 20 ans ou 25 ans aux États-Unis, est-ce que vous allez vous réadapter au système français? Voilà, ça c'est la question à poser. Très bien. Du coup, une autre question, alors là peut-être un peu plus technique, sur les comptes LinkedIn. Comment se faire un autre compte LinkedIn lié au compte français? Alors, est-ce que c'est possible de se faire un compte étranger qu'on peut lier à son compte français? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse. Je sais pas, Jean-François, je commence. Alors, ce que Oui. j'entends, c'est que pour ma part, ma vision sur cette question, c'est qu'on a un compte LinkedIn, mais on peut avoir trois profils différents avec des langues différentes. Moi, je ne vais pas créer plusieurs comptes. Alors, ça dépend de la stratégie. Donc, est-ce qu'il y a une quelconque stratégie d'avoir deux comptes différents? Pourquoi pas? Mais pour ma part, moi, j'aurais un compte avec des profils Profil.
avec des langues différentes. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je ne sais pas, Jean-François, si tu veux compléter. Je pense que c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire Oui, qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur votre page LinkedIn, vous pouvez faire un CV en français, un CV en allemand, un CV en anglais, un CV en suédois, Maria, et un CV en anglais. Vous pouvez faire plusieurs profils. Et du coup, à partir du moment où vous répondez à une offre, parce que vous connaissez le système de l'offre, voilà, vous pouvez faire une extraction de votre CV en fonction de celui que vous allez choisir dans la langue que vous allez transférer. C'est pas judicieux de faire trois LinkedIn Compte. différents. Ouais, Non. comptes Ouais. différents. Merci Maria. C'est attaché au même compte. Hein. très bien. Du coup, j'ai une autre question. En quelle langue faut-il s'adresser à l'entreprise pour un VIE? Idem pour postuler, je pense, poster à un VIE. Alors, comme ce sont des entreprises françaises vers l'international, on postule généralement en français. Alors, c'est ouvert aux Français et aux Européens. Hein. Il n'y a pas que les Français qui peuvent y accéder, ce sont également les Européens. Après, voilà, si vous êtes bilingue en allemand et que vous souhaitez travailler en Allemagne et que vous envoyez votre CV et votre lettre en allemand, c'est un plus-plus. Bon, en même temps, il y a peu de gens qui candidatent sur l'Allemagne, donc voilà, ça peut être intéressant. Mais voilà, je ne mettrai pas obligatoirement le curseur dans un sens ou dans un autre. Par contre, ce que disait Maria, et Maria va compléter, mais c'est d'aller directement auprès des entreprises. Une majorité, pas une majorité, mais un grand nombre aujourd'hui de personnes qui font un VIE l'ont découvert eux-mêmes ou l'ont présenté eux-mêmes. C'est d'aller sur le site, de regarder un petit peu les différents documents, de présenter son projet, d'aller vers l'entreprise en lui disant, voilà, moi je vous propose quelque chose, développez votre entreprise, votre produit dans telle zone géographique, voilà les documents qui existent sur le VIE, on peut le remplir ensemble et voilà ce que je vous propose. Donc là, ça va être en français, mais si derrière, voilà, vous avez envie de le faire dans une autre langue, pourquoi pas. Maria, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Oui, alors souvent sur le site Business France, le VIE, VIA Business France, où vous pouvez trouver les missions qu'ils ont proposées, ce qui est indiqué, c'est souvent si l'annonce est adressée déjà et déjà publiée en anglais, on va vous recommander d'adresser vos outils de communication en anglais. Si c'est en français, ça va être en français. C'est principalement ces deux versions, donc français et anglais, et de temps en temps, plus rare, ça peut figurer qu'une entreprise, dans ce cas-là, parfois, ça peut être en espagnol ou en allemand, comme disait Jean-François. Voilà. Donc, en tout cas, préparez-vous pour avoir un CV en français et en anglais. Comme ça, vous êtes sûr. Éventuellement, en troisième, si c'est nécessaire. Très bien. Alors, une autre question. Alors, j'ai fait des stages, un SVE et un VIA à l'étranger, mais j'ai peur que ce ne soit pas aussi valorisé sur un CV en France. Je n'ai aucun retour de mes candidatures. Devons-nous dissimuler les statuts de ces expériences ou bien au contraire, pensez-vous que les recruteurs les valorisent et les considèrent comme de l'expérience? Alors, au stage et VIA, oui, naturellement, c'est considéré comme une expérience professionnelle. En plus, un VIA, c'est au minimum 12 mois. Donc, a priori, oui, c'est une vraie expérience professionnelle. Euh, Après, si j'osais, c'est comme toutes les expériences, c'est la façon qu'on a de la présenter. C'est ça Oui. qui est important. Un stage, on ne met pas dans un CV stage, ça n'a aucun sens. C'est la mission qu'on a occupée. Au même titre, quand on a fait un stage, on ne met pas, parce que là, par exemple, moi, j'ai recruté quelqu'un pour mon équipe, j'ai eu des CV où il y avait marqué, et c'était un stage, directrice de la communication. On ne peut pas être directeur de la communication en faisant un stage, ce n'est pas possible. Si vous voulez, à un moment donné, voilà, il ne faut pas sous-vendre, il ne faut pas survendre, il faut y mettre les éléments qui sont les éléments factuels. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais probablement par système de tiré, sujet, verbe, complément, pourcentage voilà, qu'on a fait gagner à l'entreprise, chiffre d'affaires qu'on a développé, mise en place de telle et telle chose. Voilà, du factuel, du précis. Mettez l'environnement. Si en plus si on est dans un environnement international, c'est mettre avec les interlocuteurs, des partenaires internationaux avec lesquels on a travaillé, les langues qu'on a pu développer. Voilà, ça c'est important. Donc stage, si j'ai bien compris, c'était stage et VIA. Stage, ne mettez pas juste dans l'annonce, dans le CV, stage, ça n'a pas de sens, mais le vrai intitulé du poste que vous avez occupé et mettez clairement ce que vous avez effectué, du factuel, du chiffrable. Le VIA, vous le développez un petit peu sur le même principe. Très bien. Et après, juste après, si la personne a besoin qu'on l'accompagne sur le CV, voilà, on peut prendre contact avec la PEC et on lui sur un rendez-vous et on peut l'aider tout à fait à valoriser ses outils de communication. Il n'y a aucun souci.
Absolument. Souvent, c'est ce que Jean-François l'a dit, hein, c'est la manière dont on communique, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc, ce n'est pas tellement le fait de dire ou pas dire, c'est la manière, comment on le dit en fait. Donc, pensez à bien indiquer, justement, à pas commencer le poste avec stagiaire, mais bien indiquer l'activité professionnelle, utiliser les verbes d'action sous la mission. Merci. Et du coup, j'ai une dernière question. Alors, elle est pareil, c'est toujours sur LinkedIn. La personne demande si on doit ajouter les personnes sur LinkedIn ou bien juste échanger, voilà, dans le cadre d'une recherche d'emploi, à l'étranger, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez une réponse là-dessus. Alors, ajouter pour ajouter, ça n'a pas de sens. Je vous disais tout à l'heure, à titre personnel, je dois avoir entre 30 et 50 questions par mois et des ajouts, j'en ai tous les jours plein. Les ajouts purs et simples où j'ai pas de grand-chose, en fait, LinkedIn, c'est un réseau et c'est un réseau professionnel. L'idée, c'est de créer des réseaux d'entendement, des réseaux de compétences, des réseaux d'échanges, des réseaux, voilà. Si aujourd'hui, vous faites une demande simplement en cliquant sur un bouton en disant « Je demande à être ami », entre guillemets, avec monsieur X ou madame Y, ça n'a pas d'intérêt ou peu d'intérêt. L'idée, c'est que déjà, quand on envoie une invitation, c'est quel est l'objectif, quel est l'objet de mon invitation, pourquoi est-ce que je prends contact avec vous. Ça, c'est absolument essentiel, vraiment. Imaginez-vous que le recruteur ou que la personne qui reçoit le message, si elle en a comme moi, et moi j'en ai très peu par rapport à d'autres, il en reçoit 50, 100 ou 200. Vous imaginez bien que dans la totalité, à un moment donné, il va dire bah non, moi, je n'ai pas le temps de répondre. Et c'est delete, voilà, on n'y va pas. Donc, si on contacte directement, c'est pas juste j'envoie une invitation, c'est je rajoute un message, 2-3 lignes, ça suffit largement. C'est quoi l'objet principal de votre demande et pourquoi vous rentrez en contact avec la personne. Et on s'exprime dans la langue de la personne. Il est anglais, on écrit en anglais. Il est italien, on lui écrit en italien. Il est espagnol, on lui écrit en espagnol. C'est important pour voir qu'on se met au même niveau, même si après il décide de parler dans une autre langue, la vôtre ou autre. Voilà, on fait attention. Et après, si on a des questions, on réfléchit bien aux questions qu'on a posées, ce que je disais, pas trop long, sujet, verbe, complément, d'étirer, pas de périphrase, paraphrase et tout ça. Soyez extrêmement précis et toujours que la personne comprenne quel est l'objet de votre demande et en quoi il peut vous être utile et en quoi il peut vous apporter une réponse. Maria, est-ce que Merci tu as beaucoup. des... Oui, allez-y. Je regarde le temps, mais je suis d'accord. Eh, Venez, prenez rendez-vous si vous souhaitez être challengé ou souhaitez avoir un regard d'extérieur sur vos outils de communication ou sur votre pratique. Rappelez-vous, il avait cet atelier, donc venez participer à un atelier pour checker un peu votre manière de faire, pour vous conforter ou pour ajuster. Parfois, c'est bien, mais ça peut être dans les détails parfois. Donc, les services de l'APEC, venez nous rencontrer. Merci beaucoup. On arrive au terme de cet atelier. Merci beaucoup, Jean-François, Maria. Merci, Voilà. merci Je ne sais pas Thomas. si vous, voilà, un petit mot pour conclure Oui, éventuellement. il ne faut pas hésiter. De toute façon, globalement, un projet à l'international, une expérience à l'international ne sera qu'un positif dans son évolution professionnelle. Aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, qu'on soit cadre ou pas cadre, qu'on soit sur un profil transverse ou pas, l'expérience internationale est très importante. Alors, Maria et moi, on est des bons exemples parce qu'on a vécu, moi en Inde, en Allemagne, Maria, elle a vécu en Suède, voilà. On a vécu dans d'autres pays. Déjà, d'un point de vue personnel, c'est une richesse dingue. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir d'autres cultures, d'autres environnements, d'appréhender les gens autrement, de comprendre le monde de façon différente. Déjà, ça, c'est une chose qui est, d'un point de vue personnel, qui est essentielle. Et ça ne peut que vous enrichir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, d'un point de vue professionnel, ça vous permet aussi, comme je disais, travailler dans un environnement multiculturel, ça vous permet aussi d'appréhender d'autres personnes, d'autres populations. Et ça, c'est vraiment bien. Et en termes d'entreprise, et là c'est plus mon côté ancien RH et autres, l'idée c'est je reçois un CV avec quelqu'un qui a travaillé dans un autre environnement, dans un autre pays, c'est toujours un plus que quelqu'un qui a fait ses études à Bordeaux, qui a travaillé à Bordeaux et qui est resté à Bordeaux. Même si la compétence est la même, je veux dire, mais à un moment donné, sur la différence, il peut y avoir le truc de se dire, ah bah oui, mais il a travaillé ou elle a travaillé pendant 6 mois ou 1 an ou 2 ans en Angleterre. Du coup, ça peut peut-être m'apporter aussi une façon de voir différemment le poste dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour votre animation, votre présence aujourd'hui. Merci C'était un à Merci vous. à vous.
Merci, Voilà. je vous souhaite une bonne journée et voilà, foncez et n'hésitez pas à aller faire une expérience à l'international. Absolument. Bonne Merci. Voilà. continuation. Au Merci Bonne revoir. beaucoup. Bonne continuation, bonne journée à journée. vous. Au revoir.